Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé Accidents du travail et maladies professionnelles, déchiffrer la tarification pour mieux agir. Nous sommes 3 intervenants. Aujourd'hui, je suis Anne Zinet, chargée de communication, et je laisse Didier et Vincent se présenter. Didier Manreza, je suis responsable du service tarification à la CARSAT Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, moi je suis Vincent Racineux, aujourd'hui je serai le modérateur lors de ce webinaire et je suis manager au sein du service tarification aussi à la CARSAT Midi-Pyrénées. Très bien, nous allons avancer. Donc 2 informations pratiques pour vous aujourd'hui. En bas de votre écran, vous avez 2 onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Donc vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Si nous avons beaucoup de questions, donc nous serons amenés à en choisir certaines. Vincent, lui, va répondre de son côté dans la mesure du possible, mais vous pouvez aussi cliquer et voter sur les questions dont vous souhaitez avoir une réponse. Les documents que nous allons partager ce matin seront mis à votre disposition et le replay sera mis également à votre disposition dès la fin du webinaire. Alors, qui sommes-nous? Assurance maladie et assurance maladie risque professionnel. Nous avons 3 missions. Prévenir les risques professionnels, fixer les taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle des entreprises, indemnité et accompagner toutes les victimes des accidents de travail ou de maladies professionnelles. Didier, je te laisse le relais. Merci Anne. Donc, qui sommes-nous quelque part au sein du régime général, donc la branche maladie, avec 2 pôles. D'une part, les caisses primaires d'assurance maladie, les CGSS, en charge de la reconnaissance et de la réparation auprès des salariés victimes d'accidents de travail. Et de l'autre côté, donc, au sein des CARSAT et des CGSS également, le service tarification et prévention en lien direct avec les employeurs, pour tarifer les risques professionnels et mettre en place des politiques de prévention, accompagnées également de l'INRS et d'Eurogip, 2 organismes en support qui concourent à la recherche en matière de risques professionnels. Voilà, je repasse la parole à Anne pour le sondage. Alors, nous allons faire, avant de laisser Didier commencer, nous allons faire un petit sondage, si vous en êtes d'accord, avec une question. Connaissez-vous les principes de la tarification? Donc, vous pouvez nous répondre, soit vous les connaissez, soit non, ou en partie. Et là, on va vous laisser quelques secondes. Vous êtes très nombreux ce matin et on vous remercie de participer à ce webinaire. Je vous laisse encore quelques secondes. Alors, voyons si vous connaissez les principes de tarification. Alors, en partie, 55%, non, 39%, et 20% d'entre vous, donc 6% au total, connaissent les grands principes. Donc, je pense que l'information va être utile ce matin. Didier, je te laisse la parole. Merci. Par contre, j'ai l'écran, si tu peux le retirer, Anne. Connaissez-vous les principes de la tarification? Tu peux retirer l'écran, s'il te plaît? Ah, moi, il n'apparaît plus. Ah, il apparaît. C'est bon. C'est bon? Donc, la tarification des risques professionnels et des maladies professionnelles. Donc, on va faire, c'est une présentation qui est un petit peu en entonnoir. On va partir un petit peu rapidement de l'historique. On verra ensuite les principes, les missions qui nous sont données. Et ensuite les paramètres qui servent au calcul de la tarification pour aller sur le calcul direct du taux et savoir quels éléments sont pris en compte dans le calcul de la tarification des accidents de travail et des maladies professionnelles. Didier, avant de commencer, excuse-moi, est-ce que tu peux parler plus fort ou te rapprocher de ton micro? Alors, le son est faible, nous dit-on. Oui, est-ce que ça va mieux? Pour moi, ça va un peu mieux. Est-ce que ça va mieux? Je vais oui, forcer. On peut y aller. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, tout d'abord, on rappelle historique. Donc, la première loi sur les risques professionnels date de 1898, qui a mis en place donc la notion de risque professionnel. Auparavant, c'était la règle du Code civil de 1804.
du régime de droit commun. Donc, nouvelle organisation, une nouvelle législation. Cette législation a évolué ensuite en 1919 avec les premières maladies professionnelles qui ont été reconnues dans le cadre de tableaux. Ensuite, la mise en place en 1938 du risque d'autorité, c'est-à-dire que c'est le salarié placé sous l'autorité de son employeur. Ce dernier, donc, est responsable des actes que ce salarié exerce au sein de son entreprise et donc il dispose à ce titre d'un risque d'autorité et en contrepartie également de responsabilité. Et en 1945, le risque social, donc la volonté d'harmoniser l'ensemble des risques au sein de l'institution sécurité sociale. Donc, le processus tarification des risques professionnels, il est transverse à 3 organismes. Tout d'abord, les caisses primaires d'assurance maladie, qui sont en charge de l'instruction et de l'indemnisation, de la reconnaissance et de l'indemnisation des accidents de travail et maladies professionnelles. On a de l'autre côté les CARSAT, qui sont chargés au travers des services tarification de calculer et notifier les taux de cotisation accidents de travail et maladies professionnelles aux entreprises et également accompagnés du service prévention en charge de déployer les politiques de prévention au sein donc des entreprises de leur circonscription. Ensuite, il y a l'URSSAF qui est en charge de la collecte des cotisations. Donc, nous informons les URSSAF du taux appliqué aux entreprises pour qu'ils puissent faire l'appel des cotisations sur ces bases-là. Donc, processus transverse. On a quelques principes, je dirais, que je vais détailler ici rapidement. C'est tout d'abord les risques professionnels, c'est un système assurantiel où on fait cotiser le plus grand nombre pour assurer la couverture des risques. Donc, ça repose sur un compromis entre réparation et prévention, entre mutualisation et individualisation. Certes, on répare, mais il faut prévenir. La mutualisation sert à financer la réparation, mais derrière, il y a également une volonté d'individualiser les taux pour favoriser les politiques de prévention et mettre en place quelque part, comme dans tout système assurantiel, un principe de bonus-malus. Donc l'objectif derrière, c'est d'assurer l'équilibre financier de la branche. Ça, c'est une mission qui est assignée, qui est précisée dans les textes. La cotisation est à la charge de l'employeur exclusivement, tout simplement parce que le législateur a estimé que l'employeur était le seul bénéficiaire de l'exploitation du risque, donc il devait en supporter quelque part l'intégralité de la charge. Voilà l'idée qui sous-tend cette cotisation uniquement à la charge de l'employeur. Et derrière, on a une réparation qui est forfaitaire, c'est-à-dire qu'il y a un barème de réparation lorsqu'il y a un sinistre qui occasionne la perte d'un doigt, d'un bras, d'une jambe. Voilà, il y a un seuil de réparation, un pourcentage de réparation qui n'est pas le même en fonction de la pathologie rencontrée. Quelles sont les missions du service tarification accident de travail? Donc la première des missions, c'est de calculer et notifier annuellement les taux de cotisation. Alors certes, on les notifie annuellement, mais on les notifie aussi quotidiennement, bien sûr, lorsque des entreprises se créent et lorsqu'il y a des mouvements au sein des structures de prise en location, gérance, de fusion, etc. Toutes les actions qui peuvent venir modifier la structure vont impacter le taux de cotisation accident de travail. On doit bien sûr assurer derrière le traitement des flux à la fois quotidiens et périodiques au travers des flux qui arrivent dans les portefeuilles des gestionnaires conseils, soit suite à des déclarations d'entreprise, soit suite à des contestations, soit des informations des partenaires, notamment des caisses primaires d'assurance maladie ou des contestations émanant de cabinets conseils. Donc on doit derrière garantir le financement de la réparation, c'est-à-dire que les cotisations de l'année considérée de 2024 vont financer les sinistres de 2024. C'est dû de l'utilisation directe des éléments de flux financiers. Quels sont les paramètres? Alors là, ce sont des éléments relativement importants pour comprendre le fonctionnement de la tarification. Le premier paramètre, c'est que la tarification se détermine par établissement.
Je reviendrai dessus sur cette notion dans la diapo qui va suivre, dans les diapos qui vont suivre sur ces trois éléments. Ensuite, le classement. Le classement de l'établissement est déterminé en fonction de l'activité principale exercée au sein de l'établissement et on attribue ce qu'on appelle un code de risque. Là également, je le préciserai tout à l'heure. Et enfin, l'effectif de l'entreprise permet de déterminer le mode de tarification qui sera appliqué à l'entreprise. Ça également, je vais le détailler dans les diapos qui suivent. Donc, trois éléments importants. Le premier, donc, la notion d'entreprise et la notion d'établissement. L'entreprise, c'est une entité juridique qui est identifiée par son SIRAN, système de répertoire d'identification au répertoire des entreprises, et est identifiée par les 9 premières composantes, chiffres, qui identifient donc l'entreprise, c'est la seule entité juridique. L'établissement n'est pas une entité juridique, c'est une entité administrative, un lieu géographique sur lequel donc va être développée une activité et sur lequel on va notifier le taux de cotisation. C'est identifié par le SIRE, système d'identification, répertoire des établissements. Autant d'établissements, autant de numéros SIRE distincts et dès lors qu'un établissement change d'adresse, il change également de numéro SIRE. Donc, il convient de faire les déclarations en ce sens auprès du guichet unique. Le risque professionnel, c'est-à-dire l'activité principale. Je vous parlais tout à l'heure que le code de risque est attribué en fonction de l'activité principale de l'établissement. Il faut avoir l'esprit, et vous le savez, puisque vous utilisez très souvent ces éléments-là, il y a le code NAF, le code APE, le code INSEE. C'est géré par l'INSEE. C'est la même chose, ça identifie l'activité, c'est une nomenclature d'activité qui est utilisée au plan national, au plan européen et qui s'intègre également dans une nomenclature mondiale pour faire remonter des éléments statistiques. Il y a de notre côté le code de risque CARSAT. Il n'y a pas forcément de correspondance et de lien juridique entre les deux. Il y a une corrélation dans la mesure où ce sont deux nomenclatures, que les deux parlent d'activité, mais on ne peut pas se prévaloir d'un code NAF pour demander un code de risque. Le code de risque est laissé à l'appréciation de la CARSAT en fonction de l'activité principale exercée. Mais il est clair qu'on s'inspire également des informations qui émanent du code de NAF. Mais il n'y a pas de lien juridique entre ces deux éléments. Et enfin, troisième point, ce que je vous disais tout à l'heure, le mode de tarification est fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc, c'est de l'entreprise au plan national, compte tenu de l'ensemble de ces établissements implantés géographiquement sur le territoire national. Donc, on a le taux collectif qui s'applique pour les entreprises de 1 à 19 salariés, le taux mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés et le taux individuel pour les entreprises de 150 salariés et plus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je l'ai traduit un petit peu dans la diapo qui suit, avec une représentation un petit peu schématique, avec sur le bas de la diapo les effectifs. On a le taux collectif qui s'applique aux entreprises de 1 à 19 salariés. On a ensuite le taux mixte ici qui s'applique à partir de 150 salariés et plus au niveau de l'entreprise, je le répète. Et ensuite, on a un taux mixte. Le taux mixte est à la fois composé d'une fraction de taux individuel, à partir de cette formule qui peut apparaître un petit peu barbare pour certains, mais également qui est composée d'une fraction de taux collectif qui est la fraction complémentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette fraction? Ici, vous avez le déroulé de cette fraction. Cette fraction va s'appliquer au taux individuel de l'établissement, plus la fraction de taux collectif qui s'appliquera sur le taux collectif de l'établissement. Et ce taux collectif, il est fonction du classement risque, du code de risque qu'a notifié la CARSAT lorsque l'établissement s'est créé ou lorsqu'il y a eu des évolutions de tarification, d'activité, pardon. Donc, ici, dans cette formule, la formule de fraction de taux individuel est composée des éléments, notamment de E. E, c'est l'effectif de l'établissement, de l'entreprise. Et lorsque l'effectif de l'entreprise est égal à 20, vous voyez que 20 moins 20, ça fait 0. Donc, il reste ici 0 et il reste uniquement 0,1, soit 10%. Donc, ça veut dire qu'ici, à partir de 20 salariés,
il y a une individualisation, fraction de taux individuel, qui est égale à 10%, et cette fraction évolue au fur et à mesure que l'effectif dans l'entreprise augmente, et au détriment du taux collectif. Donc, on arrive ensuite à 150 salariés avec une individualisation complète. Donc, on peut dire que c'est une mutualisation au départ pour les petites structures, que l'individualisation est progressive au fur et à mesure que l'effectif augmente pour avoir une individualisation plus complète à partir de 150 salariés. Alors, on arrive finalement au clou du calcul du taux, c'est-à-dire la formule de calcul du taux. Le taux, c'est le rapport du coût du risque. On parle également de valeur du risque. Ce sont l'ensemble des éléments de dépenses. On va le détailler tout à l'heure également, comme je l'ai fait pour les précédentes diapositives, les slides. On va avoir un détail des éléments qui composent cette formule de calcul de taux. Donc, le coût du risque ou valeur du risque sur les salaires, plus les charges. On parle de charges ou de majoration également. Les deux termes sont employés. Par exemple, pour l'année 2024, on va tenir compte des éléments de sinistralité, c'est-à-dire de coût du risque, et des éléments de salaire sur les 3 derniers exercices connus, c'est-à-dire 2020, 2021 et 2022. On ne tient pas compte de 2023 tout simplement parce que ces éléments ne sont pas stabilisés, ne sont pas consolidés et fiabilisés. Donc, on ne les intègre pas. On tient compte des 3 dernières années connues. Alors, pour détailler le contenu de cette formule, tout d'abord, le coût du risque. Qu'est-ce qu'on entend par coût du risque? Il y a eu une évolution de la réglementation en 2012 qui a fait que le numérateur, la composition du numérateur a évolué. Avant, on parlait uniquement des dépenses à l'euro. Maintenant, les dépenses à l'euro sont uniquement réduites pour les taux collectifs, pour le calcul du taux collectif de la branche d'activité. Donc, ce sont l'ensemble des dépenses versées au titre de la réparation, les indemnités journalières, les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisation, éventuellement les rentes s'il y a une incapacité permanente. Par contre, pour les taux calculés, là, les taux calculés, ce sont les taux mixtes et les taux individuels. Dans ce cadre-là, on a été mis en place des coûts moyens au titre de l'incapacité temporaire et des coûts moyens au titre de l'incapacité permanente que je vais détailler dans les diapos qui suivent. Donc, ces coûts moyens seront imputés une fois et une seule fois. On aura un coût moyen en fonction de l'incapacité temporaire. Si le salarié a recouvré l'intégralité de ses moyens, il n'y aura pas d'incapacité temporaire. Par contre, s'il a perdu un membre dans cet accident, eh bien, il bénéficiera d'une rente qui sera caractérisée par un coût moyen qui sera imputé en complément du coût moyen au titre de l'IT. Alors, les coûts moyens, ce sont les 6 tranches que vous avez ici. Ils sont identifiés en fonction du nombre de jours d'arrêt prescrits. Le terme prescrit a son importance parce que si vous avez un salarié qui reprend de façon anticipée, il faudra que cette reprise soit validée par un médecin pour qu'on impute que la partie du nombre de jours d'arrêt qui a été prise. Sinon, si c'est pas validé, on va retenir l'arrêt initial. Donc, vous avez les 6 tranches d'incapacité temporaire en fonction du nombre de jours d'arrêt. Bon, je passe assez rapidement dessus dans la mesure où vous aurez ce support qui vous sera diffusé. Donc, vous retrouverez ces tranches en fonction du nombre de jours d'arrêt et éventuellement un second coût moyen au titre de l'incapacité permanente qui sera fonction du taux d'incapacité. Voilà. Et la particularité pour le BTP, où le niveau d'incapacité temporaire n'est pas calculé de la même façon par rapport au taux d'incapacité, mais par rapport aux activités au sein du gros œuvre, des activités de gros œuvre dans le bâtiment, les travaux publics, de seconde œuvre ou des fonctions support. Donc, on a également, je vous ai mis un tableau du barème des coûts pour vous donner une idée. Certes, il est de 2023, il est actualisé tous les ans, mais il ne varie pas forcément voilà, de façon importante. Donc, les montants, c'est pour vous donner une ordre d'idée. Alors, comment ça se lit? On a tout d'abord ici les comités techniques nationaux, ce qu'on appelle les CTN. Il y en a 9 dans les risques professionnels. Tout d'abord avec les activités de la métallurgie, le travail
du métal et toutes les activités qui remontent au travers de ce comité technique national. Ensuite, on a la particularité du BTP, avec toujours en sous-particularité le territoire Alsace-Moselle, qui est une particularité au-delà des risques professionnels et qui tient ça de son historique et de son rattachement à la Prusse depuis 1870, et qui est revenu dans le giron français, mais qui a conservé certains avantages acquis à l'époque. On a également le CTN du transport, eau, gaz, électricité, livres et communication. On a l'alimentation, le secteur alimentaire qui couvre à la fois les activités commerciales alimentaires, supérettes, les commerces de proximité également. On retrouve également les métiers de la bouche, la restauration. On retrouve également les abattoirs, les unités de transformation de viande qui relèvent de ce comité technique national. Ensuite, la chimie, le caoutchouc et la plasturgie. Ensuite, le bois, l'ameublement, papier, carton, textile, cuir et peau. Donc là, on a les mégisseries et les tanneries. On a également les pierres et terres à feu. Les pierres et terres à feu, ce sont les carrières, l'exploitation de carrières alluvionnaires ou de carrières de roches compactes. Et on a enfin le commerce non alimentaire, dans la mesure où le commerce alimentaire était dans ce secteur alimentation. Et enfin, les activités de service, où on a ici les activités de service 1, qui regroupent les activités, qui regroupent donc les activités des cabinets et des services financiers, des organismes financiers, et les activités de service 2, qui regroupent essentiellement le secteur sanitaire et médico-social. On retrouve également dans ce secteur les entreprises de travail temporaire. Donc vous avez là l'ensemble des catégories d'incapacité temporaire avec les différentes catégorisations de coûts moyens au titre de l'incapacité temporaire, avec le niveau de sinistralité et le montant associé. Donc un sinistre dans l'alimentaire pour lequel l'établissement est classé, par exemple, dans un supermarché avec un code de risque supermarché, il a un accident sur un salarié de 2 jours, on va imputer au compte employeur le montant qui est repris ici de 388 €. Et ainsi de suite, autant en fonction du comité technique de rattachement, on va avoir une affectation qui va venir s'imputer au compte employeur et qui va venir au numérateur de la formule de calcul du taux dans la valeur du risque. Et éventuellement, un second coût moyen au titre de l'incapacité temporaire et qui sera également imputé au compte employeur et qui viendra donc sur la formule de calcul de taux. Donc, je vous ai décliné tout à l'heure les comités techniques nationaux, donc je n'y reviendrai pas directement, puisqu'on l'a déjà vu. Maintenant, identifier comment sont calculés les coûts moyens, parce que je vous ai dit, il y a des coûts moyens, ils ne sortent pas du chapeau, ils reviennent par le biais des dépenses qui sont versées par les caisses primaires d'assurance maladie. Donc, toutes ces dépenses sont identifiées sur les 3 derniers exercices par tranche de gravité, c'est-à-dire en fonction du nombre de jours d'arrêt prescrits, et c'est ramené au nombre de sinistres de cette tranche de gravité, ce qui en fait un coût moyen. Voilà. Et donc, les 3 dernières années, et chaque fois, on glisse d'année en année, on retire la plus ancienne pour intégrer une nouvelle année, puisque c'est toujours sur une période triennale, comme pour le calcul du taux. Ensuite, pour finir l'explication de la formule, je vous ai dit que c'était le rapport du risque sur les salaires plus les majorations ou les charges. C'est la même chose. Donc, il y a 3 charges. La majoration de trajet, je vous ai reporté ici les valeurs qui étaient appliquées en 2024. C'est une majoration forfaitaire qui représente la part mutualisée dont je vous parlais tout à l'heure, ce compromis entre la mutualisation et l'individualisation. Et BM1 est une charge mutualisée qui est supportée par l'ensemble des établissements qui cotisent au risque professionnel. Ensuite, la charge générale,
on a les charges, je ne vais pas toutes les décliner, mais par exemple, les compensations interrégimes, il y a des régimes déficitaires que le régime général va financer, va apporter un petit peu en complément au régime de la mutualité sociale agricole et au régime des mines. Il y a également le 100% du versement annuel de l'article 176.1 qui représente la sous-déclaration des accidents de travail, et donc c'est la branche accident de travail qui va verser à la branche maladie une compensation dans la mesure où ces accidents sont pris en charge par la branche maladie. Donc c'est des charges complémentaires. Il y a également la compensation solidarité qui comprend le compte spécial. Le compte spécial va recouvrer l'ensemble des dépenses des maladies professionnelles qui ne peuvent pas être imputées au compte de l'entreprise. Les maladies professionnelles sont reconnues dans le cadre de tableaux avec des conditions, et si ces conditions ne sont pas reconnues, ne sont pas remplies, tout simplement, on ne peut pas directement l'imputer au compte de l'entreprise lorsque la maladie a été reconnue au titre des MP, hors tableau. Il y a des procédures hors tableau, et dans ce cadre-là, si les conditions pour l'imputation ne sont pas remplies, on va le mettre au compte spécial, ça sera mutualisé puisque le salarié bénéficiera de cette couverture, mais l'entreprise ne se verra pas imputer ce sinistre directement. Il y a également le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le fonds de cessation anticipée des activités des travailleurs de l'amiante. Donc tout ça, c'est mutualisé. Et la petite dernière, qui est la majoration pénibilité, qui couvre d'une part les frais liés à la pénibilité suite à la réforme des retraites qui était pilotée par le ministre Fillon, qui était ministre des Affaires sociales et qui a fait une réforme de la retraite pour le passage de 60 à 62 ans. Pour autant, il y avait des particularités lorsque les salariés bénéficiaient d'une incapacité permanente de 10% ou de 20%, ils peuvent bénéficier d'une retraite anticipée à 60 ans. 20% c'est automatique et 10% il faut passer devant une commission. Il y a également le compte pénibilité, dernièrement, qui permet donc aux salariés qui sont soumis à des risques pénibilité. Il y a 6 facteurs de risque pénibilité, je ne vais pas les décliner ici, mais ces salariés peuvent bénéficier de certains aménagements ou tant au niveau de la formation, de départ anticipé ou à la retraite, et tout cela est financé par la majoration M4. Donc voilà finalement comment est déclinée la formule de calcul de taux net. C'est tout d'abord la même formule que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire le coût du risque sur les salaires que multiplie 100. On rajoute les majorations pour faire le taux net. Et comment c'est décliné de façon plus complète, c'est le taux net plus la majoration M1, c'est-à-dire 0,17, plus M2, 58% qui s'applique facteur de M1 plus le taux brut. Donc on voit ici que cette partie mutualisation est loin d'être neutre, est loin d'être neutre. Plus M3, la majoration compensation, plus M4, la majoration pénibilité. Donc voilà comment est déclinée la formule de taux de cotisation accident de travail, maladie professionnelle. Alors face à cette formule, il y a quand même des butoirs, c'est-à-dire des règles qui limitent à la hausse ou à la baisse le taux de cotisation. Pourquoi des butoirs? Tout simplement pour éviter des fluctuations trop importantes du taux de cotisation qui pourraient mettre en péril l'équilibre économique de l'entreprise et de l'établissement concerné. Donc, les butoirs à la hausse de plus de 25%, c'est-à-dire que le taux ne peut pas augmenter de plus de 25% si le taux de l'année précédente était supérieur à 4 ou, de notre côté, de plus de 1 point si le taux de l'année précédente était inférieur ou égal à 4. Et on a les butoirs correspondant à la baisse de plus de 20% si le taux de l'année précédente est supérieur à 4 et de plus de 0,8 points si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4%. Donc, ce sont des butoirs à la hausse ou à la baisse qui viennent lisser les hausses et les baisses de taux pour que ce soit supportable pour l'entité économique.
Et enfin, la dernière diapo, c'est l'option du taux unique. Là également, c'est une réforme de 2012 qui va permettre aux entreprises de bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de leur établissement dès lors que ces établissements développent la même activité et ont donc le même code risque. C'est une possibilité qui a été ouverte depuis 2012. Tout simplement, il faut que l'entreprise en fasse la demande et dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle rentre dans le processus de taux unique pour l'ensemble de ses établissements, ça devient définitif, elle ne peut pas revenir en arrière. Et elle peut le faire pour un certain nombre de risques, pour plusieurs risques. S'il y a plusieurs risques, s'il n'y a qu'un seul risque, elle peut le faire pour ce seul risque. Et c'est bien sûr la CARSAT du siège social de l'entreprise qui va prendre la main pour tarifer l'ensemble de ces éléments. Donc, ce sont des éléments qui sont là pour faciliter la gestion des cotisations pour les entreprises et leur permettre donc d'avoir une simplification au niveau de la cotisation des accidents de travail, avoir un taux unique pour l'ensemble de leur établissement. Voilà, je vais passer la parole à Anne qui va pouvoir vous donner les sites sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Merci Didier, je te laisse reprendre un petit peu ton souffle et un verre d'eau. Juste pour vous dire, avant de répondre à vos questions, que nous avons un site dédié et un site de référence qui est le site amélie.fr et l'onglet entreprise. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur X et sur LinkedIn. Et enfin, ce que disait Didier en début de présentation, le site internet de l'INRS, source d'information et de documentation, sur lequel vous pouvez vous appuyer largement, notamment pour tous les actes de prévention des risques professionnels dont on pourrait parler dans un prochain webinaire.